Se faire aider, pas facile. Vivre seul avec une sclérose en plaques progressive, ça l'est encore moins. Donc, on est obligé de faire appel à des aides de vie. N'oubliez pas d'aller télécharger votre extrait de mon livre Mes aventures sépiennes. Et si vous voulez l'acheter, c'est actuellement en promotion à 5 € seulement. À bientôt. Comment on fait pour accepter, eh bien, d'avoir besoin d'aide, d'avoir besoin d'une personne tous les jours, parfois même le matin et le soir, pour nous aider, eh bien, à faire les courses, peut-être même à mettre ses chaussettes ou à se coiffer, à être conduit chez le médecin ou chez le kiné. Alors on peut prendre le GIHP, ce que je recommande. Les gens qui sont venus m'évaluer mes besoins dans le cadre de la PCH, ils disent ça fait des économies d'aide de vie d'aller avec le GIHP. Sauf que le GIHP, si par exemple ce jour-là vous n'avez pas trop envie d'y aller, vous pouvez pas lui dire non, non, c'est bon, laissez-moi tranquille. Oui, vous pouvez lui dire, mais ils vont pas trop apprécier. Alors qu'on a de vie, elle vient de tous les jours, donc on peut lui dire ce matin, tu veux pas appeler la kiné, je ne sens pas la force d'y aller. Ou bien, en chemin, on discute, on est content d'être avec quelqu'un qui est presque comme une amie, parce qu'on est proche, elle nous connaît bien et on discute ouvertement et tout. Alors que JIHP, ça fait passer un peu taxi, quoi. Puis là-bas, ils vont peut-être pas forcément vous accompagner jusque chez la kiné. Et puis pour peu que ce soit pour aller à un rendez-vous médical où on apprend une mauvaise nouvelle, par exemple, on a une poussée, ou je sais pas, ou on a une aggravation de notre état, ou on aurait envie de parler à ce moment-là, il n'y a personne en face. Alors qu'avec une aide de vie, c'est un être humain qu'on a en face, parce que le JHP, c'est plus l'outil, le taxi, quoi, l'accompagnant, accompagnement. Et là, c'est une personne qui est auprès de nous. Donc, ce qui se passe, c'est que le problème, bon, alors, avant de vous dire le problème, je vais vous dire qu'il y a deux manières d'employer une aide de vie. Soit par une association, dans ce cas-là, c'est l'association qui vous amène, qui vous envoie des filles, hein, comme on appelle ça. Ça peut être aussi des mecs, mais c'est souvent plutôt des femmes. Et le problème, c'est que bien souvent, alors peut-être que ça est en train de changer un peu maintenant, mais bien souvent, on va avoir chaque jour des personnes différentes. Donc c'est compliqué à chaque fois. Il faut se répéter, oui, alors voilà ce qu'il faut faire et tout. Alors bon, on sait que dans le cas de la PCH, on n'a pas le droit pour être remboursé. C'est l'avantage de la PCH. Oh, je vais un peu trop vite. La PCH, c'est une prestation de compensation du handicap pour aider à payer des aides de vie. Et on a de la part pour les personnes qui ont plus de 60 ans. Mais moins de 60 ans, ou si vous avez fait la demande avant 60 ans, vous avez droit à la PCH. Et l'avantage, c'est qu'on est remboursé des interventions des aides de vie. Mais il y a quand même des conditions, il ne faut pas que ce soit pour le ménage. Donc, moi, de toute façon, je dépasse les besoins qu'on m'a évalués. Et donc, tout ce qui est au-dessus, c'est moi qui fais pour ma pomme. Donc, tout ce qui est ménage, c'est moi qui paye. Donc, la PCH n'a rien à me dire. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Donc j'étais en train de vous dire l'association. Donc le problème c'est qu'il faut à chaque fois se répéter pour dire voilà ce dont j'ai besoin. Alors que de gré à gré, c'est-à-dire on se fait signer, on signe un contrat de travail par le SISU. L'inconvénient c'est que quand on ne veut plus la personne, il faut la licencier. Ce qui
occasionne des frais si on fait appel à un avocat, surtout si l'avocate elle est nulle et qu'elle nous fait perdre. Enfin bref, moi j'ai eu un problème avec mon ancienne aide de vie. J'aurais signé, enfin je lui avais proposé un compromis qu'elle parte tranquille. Enfin, je payais toutes ses indemnités, tout ça, elle n'a pas voulu parce qu'elle pensait que j'étais manipulée par l'autre en devis, on va en parler. Et au final, après, quand elle s'est dit, oh, bah, j'ai fait appel à un avocat. Donc j'ai payé un avocat. Et à ce moment-là, elle dit, ok, on signe un compromis. Je lui dis, ah, c'est bon, sauf de moi ou quoi. Au moment où je lui fais appel à un avocat, maintenant elle est d'accord pour qu'on signe et qu'elle parte en bon terme, quoi. Je dis, c'est trop tard. Elle n'a pas compris. Et au final, bon, elle m'a fait après un recours au prud'homme qu'elle a gagné, parce que l'avocate m'a fait faire une action pour faute. Mais d'un autre côté, grâce à cette action pour faute, elle est partie tout de suite. Elle n'a pas eu à attendre son préavis, un mois avec elle, ça aurait été compliqué, sachant qu'elle devait partir. Bref, en tout cas, voilà, bon, j'ai déconné, et puis l'avocate aussi. Et donc, du coup, c'est l'inconvénient de prendre une personne de gré à gré, c'est que quand on n'a un peu plus d'aide, il faut la licencier. Voilà, mais sinon, l'avantage, surtout quand on s'entend bien avec la personne, c'est que c'est toujours la même personne qui est là. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a des risques aussi. Les risques, ben, finalement, on finit par s'attacher à cette personne. Hein, quand ça fait plus de 5 ans que tous les jours, quasiment tous les jours, la personne elle vient à votre domicile, elle est au courant de votre vie, de tout. Et moi, j'aurais pas pu euh, accepter qu'une personne vienne tous les jours chez moi si je n'entendais pas avec elle. Alors, les autres aides de vie qui étaient là, qui sont partis après, je m'entendais bien avec elles. Par exemple, il y avait la dernière en date qui est partie. J'entendais bien avec elle, sauf que Jaila ne s'entendait plus avec elle. Donc il a fallu la faire partir. J'ai fait un choix. Mais je pense que bah, elle était, comment dire, qu'est-ce qui est mieux? Enfin, c'est compliqué parce que voilà, je vais vous dire comment ça se passe. Euh, donc la première de vie qui est partie et qui m'a fait un procès au prud'homme pensait que mon aide de vie actuelle m'avait manipulé pour la faire partir. Ce qui n'était pas vraiment vrai. Enfin, alors, je vais vous dire, on reproché à Daïla par exemple, en lançant une machine, elle n'allait pas jusqu'au bout de sa machine, elle laissait le linge pour l'autre personne, et moi, je suis pas contente que l'autre personne me dise, c'est pas moi qui lançais la machine, donc je la sors pas. Je lui dis, mais je m'en fous qui a sorti ou pas, qui a lancé la machine, moi, je veux pas qu'il y ait du linge qui traîne pendant une semaine dans l'appareil. Ah non, mais c'est à Jaïla d'aller la vider. Voilà, tout était comme ça, et maintenant j'en ai eu marre. Mais je comprends pour l'autre rêve de vie que ça devait l'emmerder. Et il y a des fois, bon, Jaïla a un caractère. Donc, si c'est moi qui lui demande de vider une poubelle, elle le fait. Mais si c'est l'autre qui me dit à moi, oh, la poubelle n'a pas encore été vidée, voilà, c'est Jaïla qui l'a pas fait. Qui ne l'a pas fait. Et là, ça ne lui plaît pas. Voilà, donc, bref, tout ça pour dire que euh, on a accusé d'avoir été manipulé. Et au final, parce que il y a ce côté travail collectif, parce qu'elle n'était pas toute seule venir tous les jours, matin et soir, pour m'aider. Il y a des moments, elle a besoin de repos aussi. Et donc, il y a toujours, elles sont en binôme. Sauf que là, ça ne s'entendait plus avec les autres personnes. Et du coup, ben, il fallait faire un choix. Et donc on m'a dit, ben, enfin, en gros, j'ai senti que on pensait que j'étais une conne, quoi, que j'étais en train de me faire avoir par elle, et que j'arrivais pas à ouvrir les yeux, et que l'autre, finalement, elle faisait ce qu'elle voulait avec moi, voilà, en gros, hein. Bon. Alors, moi, je l'ai pas ressenti comme ça, évidemment. Euh, Même si je suis d'accord qu'elle a son petit caractère, mais avec moi, quand je lui demande quelque chose, elle le fait. Voilà, bref. Et puis, alors, par contre, voilà, la question c'était de se dire, ben, elle a toujours été transparente sur le fait que même si elle vient, parce que je la paye hein, pour venir, elle est ma salariée, on a quand même euh, tissé des liens d'amitié, on va dire. Euh, je me sens proche d'elle et je lui ai souvent confié des choses. Et, et elle n'a pas mis à distance comme on pu le faire les autres filles. Euh,
notamment sa belle-sœur qui est la dernière en date qui est partie, même si je m'entendais bien avec elle, elle mettait beaucoup plus à distance, quoi. Elle mélangeait pas le pro et le personnel. Même si je savais qu'elle avait 2 filles, bon, je savais le minimum sur sa vie. Il n'y avait pas d'implication, quoi, au-delà du professionnel. Et Jaila, elle reconnaît que moi, je peux pas séparer les deux. Voilà, c'est peut-être pas bien, mais ben voilà, on est devenus amis. Et alors on me dit, non, tu peux pas être ami avec une aide de vie, tu la payes. Alors, je sais pas si c'est vrai. Moi, on me dit, ouais, mais on va pas te mélanger le travail et le reste. C'est facile de dire ça. Quand vous travaillez, c'est vous qui allez à l'extérieur, vous allez dans une entreprise. C'est quand même plus simple. Et même comme ça, on fait aussi des soirées apéro avec les collègues. Bon. Et donc, c'est pas non plus anormal de sympathiser avec des collègues. Et alors, il y a peut-être des collègues, mais peut-être pas avec son patron, je sais pas. En tout cas, là, il se trouve que c'est au domicile, donc chez soi. Chez nous, elles viennent, on se confie à elles souvent, et donc c'est compliqué. C'est compliqué de pouvoir séparer le pro du professionnel, du pro du personnel, pardon. Et en plus, ça ajoute à ça, donc, dont je voulais parler. Donc, ouais, donc j'ai conscience que peut-être que alors, je suis manipulée, je vois rien, je suis une conne, c'est possible. Un jour je le saurai, hein, parce que forcément on va pas ad vitam aeternam cacher à quelqu'un qu'on se fout de sa gueule. Voilà. Moi j'ai toujours pensé que Jaila était sincère avec moi, maintenant si je me trompe, je le saurai un jour. Il y a ce qu'on appelle le transfert. Transfert positif ou transfert négatif. Donc je vais vous en parler parce que là j'avais écrit un petit livre sur les aidants. J'ai pas fait la promotion comme je fais d'habitude d'ailleurs. Et vous expliquer ce que c'était que le transfert. Donc j'avais écrit un livre où j'avais interrogé un peu aussi Jaila sur comment elle vivait son métier d'aide de vie. Donc là, je répondais à la question de quelle nature doit être la relation entre la personne aidée et la personne aidante. Les personnes aidantes sont attentives à la souffrance de la personne aidée, qui peut être une personne handicapée ou bien une personne malade. Certaines aidantes peuvent même devenir perméables aux émotions que vit le patient et réagir de manière positive ou négative. La personne aidée, qui peut être dans la souffrance et dans la peur de ce qui l'attend, ce qui est le cas d'une personne atteinte d'une maladie dégénérative. Dans mon cas, c'est une maladie neurodégénérative, puisque même si à la base c'est une maladie auto-immune à conséquence neurologique, elle devient dégénérative puisqu'elle est au stade secondaire progressif, se trouve en position de grande vulnérabilité, la personne donc, qui souffre de cette maladie. Elle peut alors éprouver le besoin de se confier, de se rapprocher à quelqu'un qui la comprend. L'aidant peut ressentir un réflexe émotif de compréhension chaleureuse et de réponse positive, ce qui développe un lien affectif entre l'aidant ou le soignant et la personne aidée. Ce dernier projette alors sur l'aidant ou bien le patient vis-à-vis du soignant dans le cas de la relation entre une infirmière et son patient, des sentiments positifs que l'on nomme transfert. C'est Freud qui a parlé de transfert la première fois. De même, il se peut que ce soit l'aidant ou le soignant qui éprouve des sentiments particuliers pour le patient. Alors là, je parle de la relation soit infirmier et soignant, soit aidante et aidé. Il s'agit du contre-transfert. Donc là, si vous voulez, quand on est un patient, un patient ou une personne aidée face au soignant ou à la personne qui nous aide, on a ce qu'on appelle un transfert, positif ou négatif. Je vous en parlerai après de ce que c'est. Et à l'inverse, la personne qui est en face, elle a un contre-transfert, une réaction, une émotion par rapport à tout ça. Alors, il faut bien comprendre que les risques d'attachement existent pour les situations de soins à long terme, ou bien comme ici dans le cas d'une relation d'aide qui intervient au quotidien sur une longue période. Ah oui, au bout de 6 ans, cette situation pouvant être fréquente mérite de s'y intéresser. Il est important d'être conscient de l'existence du transfert et du contre-transfert dans la relation d'aide, où on est en fait dépendant de la personne. En parler, c'est tenter de trouver la bonne distance entre les aidants professionnels et la personne aidée. Ce que certains appellent la juste proximité entre la relation professionnelle et l'attachement affectif. Et là, j'ai tiré cette notion des aidants familiaux pour les nuls, les éditions des nuls. Tout d'abord, rappelons que le transfert et le contre-transfert sont inhérents à toute relation humaine. Donc, c'est normal d'avoir de l'attachement pour quelqu'un qui vous aide. C'est un peu, on va en parler, la projection de tout ce qui était quand on était bébé vis-à-vis de la mère. Voilà, c'est un peu
tout ça qui ressort. Les termes transfert et contre-transfert viennent de la psychanalyse. Ils découlent des observations réalisées par Freud lors de thérapies auprès de patients. Il constatait que certaines personnes suivies par des psychiatres idéalisaient ces derniers et les voyaient comme des figures salvatrices auxquelles ils cherchaient à s'accrocher. C'est pour ça que des fois on peut avoir l'impression de tomber amoureux ou amoureuse de son psy. Dans ces interactions, des réactions professionnelles de confiance, mais aussi d'attachement plus intime s'entremêlent. De nos jours, les termes transfert et contre-transfert sont utilisés pour les différents types de relations positives ou négatives qui s'instaurent entre le soignant et divers types de soignants, tels que psychiatres, médecins, mais aussi infirmières, kinés, aides-de-vie. La raison en est leur proximité avec les patients, la relation de confiance qui caractérise leur contact et des soins physiques et qu'elles dispensent. Le terme transfert recouvre à la fois la projection des émotions positives ou négatives ressenties par le patient au sujet du soignant ou de l'aidant qui prend soin de lui, mais aussi le déplacement sur lui des pensées, des désirs et des sentiments du patient en quête de soutien. La fragilité du patient qui cherche un appui émotif chez l'infirmière ou autre soignant qui s'occupe de lui s'explique par sa situation de souffrance en attente d'aide et qui ravive inconsciemment en lui des émotions et des sentiments qu'il a déjà éprouvés à l'égard de personnes ayant joué un rôle important dans son enfance ou au cours de sa vie. Je parlais du nourrisson avec sa mère. Lors d'un moment de difficulté qui le rend vulnérable, le patient, lorsqu'il vit l'expérience d'une relation de soins chaleureuse et aidante avec le soignant ou l'aidant, peut renouer inconsciemment avec la douceur d'une protection, d'un état affectif autrefois inspiré par ses parents ou autres personnes clés de sa vie. Dans le transfert positif, l'infirmière ou l'aidante est idéalisée et porteuse de qualités appartenant à des figures signifiantes de la vie antérieure du soigné. Voilà, c'est un peu comme si on a eu un bon rapport avec sa mère. Là, dans le cadre quand on est aidé, et ben on revit un peu ce qu'on a vécu quand on était enfant. On n'est pas toujours conscient. Le patient ou l'aidé ressent de nouveau inconsciemment les émotions que ces figures exemplaires suscitaient. L'inconscience du transfert et la réminiscence au présent de ces émotions et sentiments lors d'une relation de soins peuvent surprendre. Comme tout ce qui touche au domaine de l'inconscient étonne et interroge. Il nous faut réaliser que dès les premiers moments d'une quelconque rencontre se manifeste un phénomène de projection, un processus qui à notre insu fait surgir en nous des impressions, des ressentis qui génèrent des affects positifs ou négatifs. Certaines personnes soignées, rassurées, réconfortées par le professionnalisme qui émane de la soignante ou de l'aidante et par sa compréhension chaleureuse de leurs difficultés, projettent sur elles des affects de plus en plus forts et peuvent s'imaginer qu'elles partagent le même sentiment. Il est important de connaître et comprendre ces réactions de transfert et de contre-transfert qui sont des réactions émotives, réelles et parfaitement humaines auxquelles on n'accorde pas suffisamment d'importance dans tous les métiers liés aux soins et à l'aide humaine. Étant des réactions affectives inconscientes, elles ne sont pas toujours perceptibles par la personne qui les vit. Pourtant, certains de ces phénomènes sont si importants qu'ils risquent de générer de part et d'autre des réactions potentiellement délétères. Chagrin d'amour, déception, aversion tenace, jalousie, et même entraîner par la soignante des risques éthiques pouvant s'avérer professionnellement délictueux et blâmables sans que cela soit voulu. Pour certains patients très malades ou bien en grande souffrance et ou très isolés et souvent déprimés, la soignante prend figure de bouée de sauvetage à laquelle il s'accroche. Personne en fin de vie, enfant malade, en cas d'infection, patient désespéré en recherche de soutien. C'est vrai que ça peut être vécu comme, quand je vous parlais de patient vis-à-vis de son psy, un attachement. Des fois, on peut presque penser qu'on est tombé amoureux ou amoureuse de la personne en fait. Tellement on est là, c'est génial quand elle vient s'occuper de moi, tant que ça, on est tellement mal quoi. Bref, je continue. Je vous ai écrit. Et maintenant, c'est bon. C'était la page. Ce phénomène de transfert dépend de deux mécanismes inconscients. L'identification, donc ils expliquent comment ça marche. L'identification, ça constitue la première manifestation d'un attachement affectif à une autre personne en tant que modèle à imiter. Donc on s'identifie à la personne. Et la projection, qui est la manifestation inverse par laquelle le sujet projette ou attribue à autrui des caractéristiques qui lui sont propres, lui, et qui refuse en lui. Le soignant et ou l'aidant professionnel se doit de fixer des limites objectives et claires. En psychanalyse, le transfert fonctionne comme une résistance. Le patient répète sur le soignant son vécu infantile.
C'est ça qui va l'aider en fait. Si voilà, s'il n'y a pas de dépassement par le psy en face, et qui comprend le transfert, ce qui se joue dans la relation, eh bien, ça va aider le patient. Il ne faut pas céder aux avances. Par exemple, si le patient ou le client d'un psy fait des avances, il ne faut pas que le psy cède, sinon ça va être la pire des choses. En psychanalyse, le transfert fonctionne comme une... ça, je viens de le dire. C'est par l'intermédiaire du transfert que le patient reprend confiance en lui et qu'il appréhende son histoire et son vécu personnel. Le transfert doit toujours être interprété par le patient et les soignants pour qu'il puisse être dépassé à la fin de la cure psychanalytique. À mon sens, c'est moi qui parle, dans la relation soignant-aidant-aidé, un transfert ne peut se produire que si c'est la même personne qui intervient dans la durée et que l'aidant et l'aidé partagent ensemble des moments forts tels que le deuil d'un proche ou un problème de santé sur l'aidé. Transfert et contre-transfert posent bien les limites de la juste distance thérapeutique. Oui, quand on a vécu des choses dures et que c'est toujours la même personne qui vient nous voir et à qui on se les confie, le transfert est beaucoup plus rapide à se faire. Les réactions de transfert et contre-transfert peuvent aussi avoir des effets positifs. Lorsque la soignante ou l'aidant professionnel est présente le plus possible avec la patiente ou la personne dépendante, lui parle et la réconforte avec empathie, il peut se développer peu à peu chez elle un contre-transfert positif. Donc, il peut y avoir, là maintenant on va parler de la réaction en face, du contre-transfert. De son côté, la personne aidée développe aussi une très grande confiance en l'aidante qu'elle réclame souvent. Okay, donc là, on parle de la personne aidée qui a une très grande confiance en la personne aidante. Au cours de ses interventions à son domicile, l'aidante aide la personne si elle est découragée et la fait s'exprimer sur ses ressentis, ses craintes et sur sa vie. Il existe des cas où la personne aidée peut reprendre progressivement des forces et grâce à sa relation avec son aidante, retrouver peu à peu courage et confiance en elle-même. Le comportement chaleureux et empathique de l'aidante a favorisé chez la personne aidée le développement d'un transfert positif qui a contribué à sa guérison. Cas d'un patient malade vis-à-vis d'une infirmière. Donc là, j'ai cité un exemple où justement un effet positif de ce transfert positif. Le comportement chaleureux de l'aidant a favorisé chez la personne aidée le développement d'un transfert positif qui a contribué à sa guérison. Voilà, le fait de ressentir ce transfert positif aide à aller mieux. Les réactions de transfert et contre-transfert sont des sujets complexes et délicats où les émotions partagées sont parfois difficiles à démêler, surtout lorsque l'on sait que le début d'une profession comme celle des aides de vie sont de répondre si possible favorablement aux besoins de la personne qui les emploie. Les soignants qui sont formés pour aider les malades ressentent une réelle satisfaction lorsque cela est possible. Pour le patient, recevoir des attentions chaleureuses peut aussi provoquer des émotions positives qui le poussent parfois à projeter sur la personne qui l'aide, l'image de la mère ou du père qui agit comme un stimulus afin que la soignante réponde favorablement à sa situation et retrouve des réflexes inconditionnés qui la portent à agir. La distance thérapeutique de protection que les aidants professionnels doivent garder n'est pas toujours possible dans la réalité du quotidien. Ce qui est possible de faire dans une relation soignante-patient, où une fois le patient soigné, l'infirmière se voit confier d'autres malades, ne l'est pas dans la relation aidante professionnelle et personne aidée. Oui, là, je disais que quand la famille a fini ses soins, il change de patient. Alors que là, ça finit jamais, parce que tant qu'on est encore en vie, il ne s'agit pas d'intervenir chez la personne dépendante pour la durée d'un traitement prescrit par un médecin. La personne handicapée ou la personne âgée qui a besoin d'une auxiliaire de vie va, la plupart du temps, continuer à en avoir besoin durant toute sa vie. Il est donc important d'avoir conscience des interactions qui peuvent se produire et de la nature de la relation à mettre en place entre l'aide de vie et la personne aidée. J'imagine que pour les personnes âgées, si la personne qui les aide, au bout de 10 ans, dit voilà, je déménage, ça peut être dur pour la personne. Parce qu'on met du temps à faire confiance. À titre d'illustration, je vais partager mon expérience du phénomène de transfert. La première fois que j'ai vécu le phénomène de transfert positif, c'était pour une jeune femme, ma soeur kinésithérapeute, c'était en 2008, qui s'était chargée de me remettre sur pied à la sortie de 5 jours d'hospitalisation destinée à récupérer une poussée de sclérose en plaques. C'était la première fois que je recevais 2 fois par semaine, à raison d'une séance d'1 heure, et ce durant 4 mois, des soins de kinésithérapie, exercice d'équilibre, mobilisation active et douce, étirement, massage. J'avais apprécié ces moments d'échange durant lesquels j'en oubliais ma maladie, tant que cela m'avait permis de recouvrir rapidement ma mobilité. Cela n'avait échappé à personne chez moi
que ma kiné était géniale, sauf le jour où elle avait décidé de partir et s'était faite remplacer par une autre kiné qui n'était pas du tout à l'écoute de mes besoins et qui pensait qu'une personne avec la sclérose en plaques qui n'était pas devait pratiquer des exercices physiques intensifs sans prendre en compte la réalité de la fatigue chronique et des douleurs d'origine neuropathique. Là, en fait, je raconte mon histoire en 2008, donc elle s'appelait Anne, c'était une jeune kiné, ça faisait pas très longtemps qu'elle a été kiné, et j'avais vraiment sympathisé avec elle, on rigolait bien, c'était des séances vraiment sympas, ça durait donc en 1 heure chaque séance, à raison de 2 séances par semaine, et j'avais vraiment sympathisé pour elle, et en même temps, quand la première fois que je suis allée la voir, c'était ma mère qui m'aidait à marcher, et puis au bout de 4 mois, elle m'avait remis sur pied, alors bien sûr, j'en avais parlé avec elle, elle m'a dit, mais j'ai fait comme mon boulot. Ça m'avait choqué, j'ai dit, ouais, t'as fait ton boulot, mais plus, parce que pour moi, c'était. Voilà, j'avais mis sur un piédestal, j'étais quand même en transfert positif, quoi. Et j'avais eu du mal quand elle est partie à Marseille, on est resté en contact un peu par mail, et j'ai dû la faire chier, à mon avis. Bref, la seconde fois où j'ai pu ressentir ce phénomène de transfert, c'était pour l'une de mes actuelles aides de vie. Le fait d'avoir partagé avec elle des moments forts, tels que le décès de ma mère et des périodes où j'étais si malade que je pensais que je n'allais pas vivre bien longtemps, avait contribué à augmenter la confiance que j'avais pour elle. Dans l'ensemble, ce transfert positif a eu des effets positifs sur moi et a participé à m'ouvrir l'appétit et à reprendre du poids. Le fait de pouvoir parler de ce phénomène et de prendre conscience de son existence au sein de la relation d'aide permet de mieux comprendre la nature des émotions qui ne peuvent pas être évitées, sauf à vivre seul ou à se fermer à toute émotion. Après avoir connu la maladie et la mort, on est bien content de se sentir à nouveau en vie. Alors, bien sûr, là, je vous parle de ma relation avec Jaïla. Et ça, j'en avais parlé avec les autres aides de vie qui sont parties ou peut-être qu'elles n'ont pas eu vraiment conscience. Quand elle venait, à l'époque où il y avait mon père, ne serait-ce qu'en entendant sa voix, je me sentais bien en fait, j'étais apaisée. Je me suis dit, bon, bah, avec elle, à la maison, je vais être bien écoutée et elle va bien s'occuper de moi en fait. Et, et ça, c'est depuis le décès de ma mère, parce qu'elle était là quand ma mère est décédée en 2016. Et maintenant, là, en 2022, bientôt, voilà, là, elle est partie une semaine dans sa famille. Et je vis mal, en fait. C'est fou. Hein. Même si je ne suis pas, comment dire, abandonnée. Il y a une autre aide de vie. Alors, Géraldine est partie, parce que Jaïla ne s'entendait plus avec elle. Et, la nouvelle, comment dire, elle s'occupe très bien de moi. Hein. Elle est, je vais envie de dire, même elle bosse plus dans le sens où elle va faire des choses que Jaïla n'a pas envie de faire. Jaïla préfère m'accompagner chez les médecins, voilà, être proche de moi. Mais tout ce qui est la vertère, voilà. De toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, c'est moi qui paye de ma poche, hein, c'est pas la PCH. Le PCH, j'utilise, enfin, rembourser uniquement pour la partie qui me concerne moi directement. Et en fait, ouais, quand elle le sait, de toute façon, je pense qu'elle le sait. Quand elle me dit, parce qu'elle est venue, voilà, ça fait partie aussi des missions d'aide de vie, de garder un lien social. Et le 24 au soir, moi, j'ai personne avec qui fêter Noël, puisque depuis que ma mère est décédée et que mon père est parti en maison de retraite, je suis toute seule là. J'ai mon frère en Australie et l'autre frère à Montpellier qui s'en fiche, il m'a même pas souhaité bonne année. Bonne année, non, c'est bien pas encore tout de suite, mais c'est dans 2 jours. Mais, et donc j'avais dit à Jaïla, si tu veux, on fait un petit jeu là, ça va me faire du bien. J'ai acheté un jeu qui est très intéressant d'ailleurs, je vous en parlerai un autre jour. Et on a passé 1 heure ensemble, voilà. Mais je la paye pour ça. Mais d'un autre côté, je me dis, même si je la paye pour ça, même si c'est une fausse amie, ça fait du bien. Comment dire, ça fait du bien d'avoir l'impression d'avoir une amie avec qui on se sent bien. En tout cas, c'est une personne avec qui je me sens libre de parler et ça fait plaisir. J'ai toujours du plaisir à la voir. Et voilà, et c'est comme ça. Et du coup, je me dis, bon, là, en période là, c'est vraiment en période où elle dérange. Quand elle part en vacances pendant 2 mois, elle n'aurait pas le droit de faire 2 mois. 2 mois, ça fait long. Tout l'été, ça a été long. Même si elle n'a pas pris de vacances avant, donc je n'ai rien à dire. Mais et là, elle part à 1 semaine, c'est pas beaucoup. Mais même comme ça, je sens le manque. Voilà. Et ça, je pense que c'est le fait que je suis encore dans mon trou là,
quand j'aurai... J'espère que ça va être le cas, parce que je passe tout le temps de ça en disant, quand je vais déménager, ça va changer, ma vie, elle va changer, mais je sais pas. Et, et on peut pas, comment dire, euh, on se retrouve seul du jour au lendemain, c'est compliqué de refaire autour de soi, d'avoir des amis. Parce que le problème, c'est que comme je suis souvent très fatiguée, les amis, on les garde pas longtemps, quoi, à cause de la sclérose en plaques. Donc, un problème parce qu'on est fatigué, donc c'est pas évident pour sortir. En plus, je suis hyper sensible au niveau digestif, donc ça m'est difficile de manger avec d'autres personnes. Tout ça fait que ça me pousse à être seule. Et donc j'ai bien compris que la solution pour moi, pour être moins dépendant de mon aide de vie, ça serait d'avoir des amis, des vrais amis à l'extérieur. Mais c'est pas simple. Et puis bon, je sympathisais avec elle, voilà, je ne saurais pas vous expliquer comment. Mais j'espère que les autres aides de vie qui disaient qu'elle m'avaient manipulé se sont trompés. Et en tout cas, voilà, on verra. Voilà, je voulais vous parler de ça, comment vivre seul avec une sclérose en plaques. On peut pas. Il faut se faire aider, on est obligé. Et là, des fois, j'ai peur parce que je me dis, bon, mon oncle m'aide pour pouvoir payer l'intervention de aide de vie, même si je suis remboursée en partie par la PCH, c'est une partie que je dois payer de ma poche. Et puis, il y a aussi les cotisations sociales, à vous dire ça, qu'il faut payer. Donc, ça a un coût, hein, d'avoir une aide de vie à domicile. Et je me dis, déjà, là, j'ai droit normalement à 2h30 par jour. Mais en fait, compte, je fais pas 2h30, je fais au moins 3 heures, voire des fois 4 heures. Et, je me dis, il y a un jour peut-être que je pourrais plus. Comment je vais faire? Parce que si un jour je peux plus payer et qu'en plus ma maladie fait que ça s'aggrave, donc j'ai encore plus besoin de personnel, comment je vais faire? Et ça fait peur, quoi. Ça fait peur. On n'est pas rassuré quand on a une sclérose en plaques et qu'on vit seul. Mais bon, à chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Voilà, donc je voulais vous parler de vivre seul et d'être aidé surtout. Et des aides de vie. Voilà, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Si vous voulez liker la vidéo pour la diffuser à d'autres personnes qui sont peut-être intéressées. Si vous avez des questions par rapport à la PCH ou à la PA, vous pouvez aussi me poser. Voilà, à bientôt!